Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré aujourd'hui aux lectures Batman parues en septembre chez Urban Comics. Alors, il y a une belle salve de sorties comics à étudier et pour m'accompagner sur ce podcast, 3 autres membres de la team Batman Legend avec Aliénor Drake, Salut! mais aussi Benoît Salut! et l'habituel Siegfried. Hello tout le monde. Sur ce, voilà, moi c'est Nico et on va entamer ce podcast avec nos lectures Batman donc de septembre. Alors attention, il y a du bon, il y a du moins bon. En tout cas, on va étudier ça. Je vois Siegfried fait déjà la moue. Attention Siegfried, j'ai préparé l'alerte. On verra si ça tombe. Non, Méfie-toi. Méfie, comme on dit chez moi, méfie. Du coup, je vous propose d'entamer tout de suite ce podcast avec une lecture. Alors, attention, c'est habituel. J'ai l'impression que ça fait tous les mois. Avec les Bat Reviews, je l'annonce. Le Batman One Bad Day. Cette fois-ci, il est consacré à Ra's al Ghul. Et je laisse la parole à Benoît pour nous en parler. Salut, Benoît, dis-nous tout. Eh bien, merci de me laisser la parole pour ce Batman One Bad Day de Ra's al Ghul, effectivement, écrit par Tom Taylor et dessiné par Ivan Reis. Je sais pas si on prononce bien comme ça. Oui, Yvan, si tu nous écoutes. Voilà, désolé par avance. Pour parler du synopsis, on va dire très rapidement, ça continue dans les One Bad Day avec vraiment centré sur le méchant, hein, sur le voilà, donc ici Ra's al Ghul, où on voit un petit peu plus de sa vie. Alors ceux qui sont habitués à lire du Batman, on a déjà vu quand même bien sa vie avant dans d'autres albums, mais là on voit des instants de son passé. Et on comprend, on va dire, un petit peu plus son attachement à la nature plutôt qu'à l'humain. Et il va être confronté évidemment à Batman. Et il a un plan. Alors je vais pas tout spoiler, mais il a un plan pour, on va dire, pas, oui, sauver le monde, mais sur le long terme. Et donc cet album-là, ça raconte cette histoire-là avec cet affrontement, on va dire plus pas psychologique, j'allais dire au niveau de l'idée. Excusez-moi, j'ai pas le mot. Idéologique. Idéologique, voilà, merci beaucoup. Désolé. Voilà, cet affrontement idéologique avec Batman qui va arriver un peu à son paroxysme, puisqu'il va y avoir quand même un événement un petit peu majeur dedans. Et à la fin, savoir évidemment qui c'est qui gagne cette bataille de l'idéologie. Et donc voilà un petit peu pour le synopsis. Si je devais donner mon avis, je trouve que le récit est pas mal. Parce que on a enfin un Ra's al Ghul qui montre. C'est déjà pas mal parce que ça n'a pas été le cas sur tous les One Bad Day. Hein. Exactement. Mais là, on a un Ra's al Ghul qui est quand même arrive d'une certaine façon, pas assez fin, mais où on montre vraiment sa détermination. Même si on voit qu'il y a eu tout le passé, tous ces affrontements avec Batman qui ressortent et les leçons qu'il a pu apprendre de ça. Et pour ce côté-là, je trouve le récit assez intéressant. Après, c'est assez court également, c'est très vite fait. Honnêtement, je l'ai lu très rapidement. Et du coup, des fois, ça manque un petit peu de profondeur, un petit peu d'autre chose. C'est vite ingurgité. Mais pour moi, c'est pas l'un des pires des One Bad Day. Honnêtement, il est, on va dire, dans les trois. Dans les trois meilleurs. Avec, on va dire, l'homme mystère, enfin le Sphinx et peut-être Mr. Freeze. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Siegfried, mais Benoît nous parlait d'ingurgité. Est-ce qu'il est aussi vite régurgité qu'ingurgité, Siegfried? Ton avis sur la question? Non, je partage plutôt l'avis à la fois positif et les nuances de Benoît. Bon, moi j'étais ému quand même dès le début parce qu'on apprend que Ra's, à chaque fois qu'il utilise le puits de Lazare, est désorienté, oublie un peu où il est, à quelle époque il se trouve, ce qu'il vient de se passer. Et donc il a besoin que Talia vienne lui dire tu es en sécurité, tu es aimé, lui fasse un câlin. Et rien que ça, j'ai trouvé ça très chouette de se dire que même un monstre qui a vécu 700 ans comme Ra's al Ghul a besoin, quand il est un peu perdu, qu'on lui dise on t'aime. Enfin, j'ai trouvé ça très, très beau et très chouette de dire voilà, tout le monde a besoin de sécurité et d'amour. C'est la petite touche Taylor qui
marche ici alors qu'elle marchera beaucoup moins bien dans les autres comics dont on va parler aujourd'hui. Donc ça me paraissait bien de noter que là, il a de nouveau réussi les petits miracles Taylor qu'on aime bien quand qu'il disperse un peu dans son œuvre. Cette petite touche d'humanité où il comprend quelque chose de psychologique qui est assez fin et qui font assez plaisir. D'autant qu'ensuite le portrait de Raz, effectivement, comme l'a dit Benoît, posé assez vite, assez clairement. Quelques pages seulement, on comprend son dégoût de l'humanité et le fait qu'il s'attache avec beaucoup plus de bienveillance aux animaux, d'autant que les animaux, eux, sont maltraités par les hommes. Et son but, c'est son but de toujours, quoi. C'est de créer un ordre là où il n'y a que le chaos, et ce chaos vient des hommes. Donc on a un discours qui est politique, qui est presque écologique, enfin qui s'assume comme écologique assez régulièrement d'ailleurs. Et le parallèle peut être assez vite dressé avec le Poison Ivy Infinite qu'on critiquait le mois dernier, je crois. Et le propos est beaucoup plus réussi dans Ra's al Ghul, puisque je vous renvoie au podcast qu'on avait fait où je pointais du doigt toutes les contradictions idéologiques du récit sur de Poison Ivy, alors que là, le discours de Raz est vraiment clair, il n'y a pas de contradiction, il sait ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et il le fait, et à un moment, il n'y a aucune raison qu'il change d'avis, et effectivement, il ne change pas d'avis. Donc au moins, de ce point de vue-là, le discours est assumé. C'est même presque étonnant qu'un discours aussi anticapitaliste qui vante quand même l'assassinat des milliardaires écocidaires puisse paraître chez DC sans vraie contradiction. Même Batman ne s'oppose pas vraiment idéologiquement à Raz, il s'oppose juste à ses méthodes, parce qu'évidemment, tuer, ça ne convient pas à Batman. Mais idéologiquement, il ne voit pas forcément de C'est un peu problème limite. au programme de Raz. Donc c'est presque étonnant, voilà, qu'on ait un discours aussi politiquement clair. D'autant que Taylor, même s'il est un peu progressiste, il n'a jamais fait partie des auteurs vraiment militants. Et là, c'est un des comics les plus militants que j'ai lu dernièrement, au moins en termes de discours idéologique. Ça reste assez light. Enfin, le discours est vraiment hyper explicite, sans vrai travail sur une nuance. Mais enfin, ça reste intéressant de voir qu'il est beaucoup plus réussi de ce point de vue-là que la Poison Ivy Infinite, dont on m'avait tellement dit que c'était c'était une révolution militante. Bref, donc ça fait plutôt plaisir. Bon, il y a Ouais, quelques le petites choses petit dans le pic pour récit. Poison Ivy Infinite, hop, Voilà, gratuit. Non, mais indispensable. ce qu'il y a de bien dans ce récit, c'est qu'on voit aussi le fait que Batman a une ligne de pensée et que quoi qu'il se passe, il ne fera jamais de compromis. Et du coup, est-ce que cette inflexibilité est vraiment des fois de mise dans certaines situations comme celle qu'il y a dans cet album? Est-ce que des fois la fin justifie le moyen? Est-ce qu'une autre méthode, peut-être des fois radicale, amène pas une solution qui est beaucoup plus intelligente, voire intéressante sur le long terme? Voilà, il y a tout ça dans cet album qui est quand même, mine de rien, assez court. On l'a déjà dit sur toute cette collection-là. Ça C'est fait, je sais plus, 72 pages. voilà, 72 pages. C'est vite lu. C'est oui ingurgité, ce que je disais, c'est quand même, on le lit très très vite, très très vite. Mais il y a quand même pas mal de discours, et je suis d'accord avec toi, Siegfried, il y a pas mal de choses en arrière-plan qui sont intéressants. Et pour moi, c'est presque, j'ai bien presque, l'une des meilleures histoires avec Ra's al Ghul, parce que il va jusqu'au bout de son truc sans que. Enfin voilà, il va jusqu'au bout de son truc sans être forcément stoppé ou arrêté, ou parce qu'à un moment donné, il change d'avis pour X ou Y raison. Il y a quand même un jusqu'au boutisme de la part du personnage qui est intéressant, et c'est justement ces deux personnages qui sont bornés l'un et l'autre, qui se confrontent, et l'achèvement est inattendu d'une certaine façon. Même s'il y a un peu une facilité dans le fait que Ra's al Ghul ne soit plus un anti-héros qu'un super vilain Oui, un peu comique, parce oui, qu'il oui. poursuit un but noble avec des moyens qui sont douteux. Mais Ra's al Ghul habituellement est quand même quelqu'un qui veut aussi toujours davantage de puissance et qui va pas hésiter à favoriser le trafic de drogue, par exemple, la prostitution, enfin tout ce qui peut lui rapporter plus de pouvoir et plus d'argent. Alors que là, dans ce comic, tout ce qu'on voit, c'est sa volonté de sauver le monde. Donc c'est une petite facilité qui permet une écriture un peu plus simple et un peu Tout à moins fait. nuancée du comic. Mais effectivement, il y a tous ces dilemmes-là qui sont intéressants. Il y a même un moment situation qui est clairement plagiée de Watchmen, où Batman a le choix, enfin exactement comme Rorschach à la fin de Watchmen, de dévoiler le poteau rose ou de laisser le plan de Ra's suivre son cours. Et moi, ça a toujours été une de mes grandes questions, c'est que ferait Batman à la place de Rorschach à la fin de Watchmen? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à la fin de Watchmen, Rorschach choix entre dire au monde la vérité sur le plan d'Ozymandias, au risque que tout ce qu'a fait Ozymandias pour sauver Sauver le monde. sauver la paix entre les deux blocs tombe à néant parce que les gens verront l'entourloupe, ou le dissimuler.
Donc accepter le plan d'Ozymandias, qui pourtant est le plan d'un super vilain, mais pour préserver la paix. Et Rorschach, sa politique à lui, c'était no compromise. Je ne fais jamais de compromis. Je vais dire la vérité parce que c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas de compromis. Et Batman est toujours un peu tangent parce que même si c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis, ben on sait que des fois il a quand même une intelligence et une lucidité qui font qu'il, même s'il ne fait pas de compromis, il ne fait pas non plus de mauvais choix. Et donc évidemment, c'est la question de qu'est-ce que Batman aurait fait à la place de Rorschach dépend un peu des versions des personnages, mais c'est toujours intéressant de voir cette question posée assez explicitement. Et c'est assez fin, comme de la part de Taylor, je trouve, d'utiliser enfin cette question de Watchmen par rapport à Batman. Donc, il y a des choses qui sont assez fines. Le seul problème, la pointée du doigt à Benoît, c'est que c'est un récit qui est court et qui est trop court. Il y a plein de choses dont on se dit que c'est dommage que ce soit expédié parce que du coup, il n'y a pas de vrai développement psychologique, il n'y a pas de vrai développement dramatique. Tout est un peu rapide. On ne voit qu'un seul assassinat parce qu'on n'a pas le temps d'en voir d'autres, par exemple. Et du coup, Ra's al Ghul fait quelques erreurs qui sont un peu stupides de la part de Ra's al Ghul. Le discours anticapitaliste est du coup un petit peu trop direct, sans vraie nuance. Les combats sont un peu rapides, les péripéties sont un peu rapides. Mais Et on encore n'a pas une le fois, temps. ça ne tient pas les promesses du One Bad Day parce qu'il n'y a pas de One Bad Day dans ce comic. Alors que quand on pense One Bad Day à Ra's al Ghul, on se dit peut-être qu'on aurait pu plonger dans le passé de Ra's al Ghul pour voir à quel moment il a vraiment basculé dans le mal, à quel moment lui il est devenu la tête du démon. Ou alors on aurait pu faire quelque chose de hors continuité, un peu comme le Riddler qui était pour le coup hors continuité. Ou bah, Batman pourrait accepter de devenir la nouvelle tête du démon, par exemple, ou des alliés. Enfin, on aurait pu envisager des choses avec un One Bad Day lié à Ra's al Ghul. Et non, encore une fois, ce principe de One Bad Day est complètement jeté aux oubliettes, ce qui est un petit peu dommage. Ce qui empêche ce récit d'être exceptionnel. Et en fait, on se dit que ça pourrait juste être un arc de la continuité. Ça aurait très bien pu occuper 3 Ouais. fascicules de continuité Batman, absolument sans rien changer au statu quo. Et c'est presque dommage de le survendre comme un back label à 15 € pour 70 pages, pour un truc qu'on lit très vite, qui est magnifique, le travail d'Ivan Reis, Ouais. Ivan Reis, qui est déjà un grand dessinateur et atteint certainement un de ses sommets. En plus, je crois qu'il est colorisé par Brad Anderson, qui pareil est un des plus grands coloristes existants, donc c'est assez impressionnant. C'est écrit de façon très juste, mais vraiment dans ce format extrêmement comprimé. Et je me dis que Taylor aurait pu faire des choix pour mieux profiter de ce format, pour mieux raconter son histoire, mais il est clair qu'il aurait probablement mieux exploité cette même histoire qui est juste, qui est bien écrite, qui est idéologiquement claire, dans un format plus long. Et c'est un peu dommage qu'on lui ait pas. Je pense que lui-même a pu être frustré qu'on lui dise pas, fais un volume du Black Label sur cette histoire, plutôt que juste un One Bad Day. Et du coup, prend 70 pages au lieu d'en prendre 150, alors qu'avec 150, il aurait vraiment pu étoffer des choses qui demandent à être étoffées et qui là peuvent paraître un peu lacunaires, un peu superficielles, un peu rapides. Voilà, ça fait que c'est un récit, comme le dit Benoît, qui à mon avis fait partie des indispensables sur Ra's al Ghul, parce que Ra's al Ghul, c'est un personnage sur lequel il reste quand même beaucoup de choses à raconter, qui reste vraiment un antagoniste super intéressant, qui là est vraiment bien raconté, mais ça reste un comic qui est dispensable si Ra's al Ghul ne vous intéresse pas plus que ça, parce qu'à cause de tous ces problèmes de légèreté, de concision et de superficialité qu'on ressent vraiment comme des lacunes. Parce que je pense, enfin Benoît avait l'air de dire ça aussi, on se dit quand même régulièrement pendant la lecture, tiens, ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça aurait été mieux avec quelques pages de plus pour prolonger ce combat, pour aller un peu plus dans cette réflexion, pour développer un peu plus ce personnage. Et vraiment, c'est dommage. Oui, mais c'est quand même l'un des avis les plus positifs qu'on ait eu sur les One Bad Day. Tout à fait. Si Ouais. on accepte le fait que ça ne respecte pas tout le concept de One Bad Day, comme le dit Benoît, ça fait partie pour moi du top 3 des One Bad Day. Enfin, j'ai pas encore lu Gueule d'Argile, mais c'est un récit qui est solide, qui est bien On en écrit. parlera le mois prochain. L'auteur, voilà, l'auteur fait ce qu'il veut dans le temps que dans les pages qui lui sont imparties. C'est très beau, c'est vraiment maîtrisé. Enfin, ça n'a pas du tout les défauts. Même à la rigueur, le Sphinx a peut-être plus de défauts que celui-là, parce que le Sphinx avait aussi des frustrations qui, pour le coup, étaient beaucoup plus graves, mais il allait plus loin, il était plus beau. Donc voilà, ça se vaut un peu. Mais en tant que petit récit, c'est extrêmement propre et ça se lit très bien. Vous l'aurez compris, ce Batman One Bad Day est l'une des meilleures lectures de cette collection pour la team. Alors, effectivement, je ne vais pas sonner l'alerte tout de suite, Siegfried, je te laisse une deuxième chance. Mais voilà, on parlait de Tom Taylor. Alors ça tombe bien parce qu'il est également à l'écriture de notre récit qui est sorti ce mois-ci. C'est Dark Knight of Steel, donc le premier tome qui est arrivé. Et justement, Siegfried, je te laisse la parole pour nous parler de ce Batman dans un autre monde, j'ai envie de dire. Oui, un Batman au Moyen-Âge même, enfin c'est l'univers de DC qui est transposé au Moyen-Âge. Donc pour le coup, j'ai l'impression d'être un peu à contre-courant parce que je vois beaucoup d'avis positifs fleurir en ligne alors que Ah, c'est alors extrêmement que toi, non, circonspect. c'est vrai?
Et pour moi, c'est même une des œuvres les plus faibles de Taylor parce que j'ai vraiment retrouvé aucun de ces miracles d'écriture de Taylor dont je parlais récemment. Au contraire, je trouve que l'univers qui est créé est, extrêmement faible, extrêmement facile, extrêmement superficiel, que les personnages n'ont aucun développement. Enfin vraiment, je surtout enfin bon, pour revenir au concept, c'est donc, le Diciverse au Moyen Âge. Les parents de Superman sont arrivés, fuient tous les 2 Krypton, ils sont arrivés tous les 2 en vie au Moyen Âge et grâce à leur pouvoir, deviennent des rois, mais suite à une prophétie, le roi d'un royaume voisin se sent menacé et fait assassiner le père, donc fait assassiner Jor-El. Il y a des tensions entre, Kal-El, qui est donc le prince héritier, et Batman, qui est un chevalier servant de ce royaume, dont on découvre qu'il est peut-être lié aussi à la royauté, donc il y a une espèce de rivalité entre ces 2 personnes. Batman, pour essayer d'aider cette royauté kryptonienne, met en prison toutes les personnes qui ont des pouvoirs, parce qu'évidemment, il y a toujours cette idée que la magie est la seule vraie menace pour les Kryptoniens et donc il va mettre en prison même des innocents sous prétexte qu'ils ont des pouvoirs. Bon, pourquoi pas en termes d'univers? Ça j'ai vu que c'était comparé à Game of Thrones, mais sérieusement, c'est vraiment du dans le genre sous Game of Thrones, c'est terrible. On vous dit: «Tiens, il y a un royaume là, c'est des gentils, il y a un royaume là, c'est des gentils, ils font tous les 2 des bêtises et ils se tuent, du coup il y a des trahisons». Enfin, c'est vraiment du Game of Thrones de comptoir, quoi, à quel point c'est épouvantable. Il y a aucune tension politique. Les royaumes sont limités à un Je te château. trouve dur, je te trouve dur. Non, mais un royaume, c'est 3 ou 4 personnages importants dans un château. Ça, c'est le royaume. Des citoyens, ça n'existe pas. On n'a aucune idée de frontières, de taille des pays, d'armée, de population. Enfin, vraiment, c'est juste 3-4 personnes dans un château, 3-4 personnes dans un château, et puis de temps en temps, il y a un super-héros qui va dans l'autre royaume pour tabasser des trucs et qui revient. Et puis, bon, bah, il y a aussi un autre royaume qui est un peu plus loin, qui va peut-être intervenir ou pas intervenir, on ne sait pas trop. Il y a aucune notion de géopolitique dans un truc qui est supposé être comparé à Game of Thrones, c'est quand même assez pathétique. Il y a aucun world building. Vraiment, c'est juste, c'est du Moyen Âge, mais il y a des pouvoirs et bah, comme il y a des pouvoirs, en fait, on oublie que c'est du Moyen Âge, en fait. À part que ça se passe dans des châteaux avec des gens qui ont des couronnes sur la tête, bah, il y a 50 personnages qui ont des super pouvoirs dans tous les sens. C'est un déluge de super pouvoirs. Bah, du coup, le substrat est supposément médiéval, on le ressent absolument pas et et encore une fois, à aucun moment j'ai reconnu les personnages. Peut-être qu'on reconnaît, à la rigueur, Alfred ou, Harley, mais parce que c'est des personnages qui sont vraiment complètement secondaires. Par contre, Batman ne ressemble jamais à du Batman, Kal-El ne ressemble jamais à du Superman, même ses parents, bon du coup, sans raconter ça, c'est trop différentes continuités pour qu'on les reconnaisse, mais bon, à la rigueur soit. Mais, le roi du royaume voisin, c'est, Black Lightning, qui ressemble absolument pas à Black Lightning. Enfin vraiment, Heu, aucun des personnages n'a cette ce qui est étonnant, hein, parce que chaque fois Tom Taylor, il est quand même connu pour transposer les univers d'ici dans d'autres univers et à chaque fois, bien que ça se passe avec des vampires, bien que ça se passe avec des zombies, bien que ça se passe dans le monde d'Injustice, à chaque fois, malgré la transposition, on reconnaît complètement chacun des personnages, pourtant dans des situations totalement différentes de celles de la continuité. Ça, c'est vraiment une des forces de Taylor de parvenir à écrire ses personnages avec respect et les développer de façon intéressante. Là, il y a aucun développement de personnage, il y a aucune émotion qui en ressort, on ne reconnaît aucun de ces personnages. C'est vraiment j'ai trouvé ça assez médiocre, extrêmement décevant de Taylor. Oui, il y a Green Arrow aussi qui est traité vraiment complètement par-dessus la jambe. Enfin, c'est vraiment assez honteux. À la rigueur, le plus C'est intéressant, bête c'est parce que Green Arrow, il aurait été approprié dans cet univers. complètement. Bah, du coup, effectivement, on a un Green Arrow qui est une espèce de Robin des Il Bois. a un rôle, il a un rôle. Voilà, mais qui est exploité vraiment n'importe comment, on sait même pas ce qu'il vient trop faire dans cette intrigue, enfin c'est vraiment ridicule. Le seul truc côté un peu sympa, c'est ce qu'ils appellent les contes des 3 royaumes. Donc, d'un côté, ils parlent de vraiment la continuité de ces assassinats et de histoires politiques avec tous les personnages et de l'autre, il y a les contes des 3 royaumes qui sont juste des petites histoires situées dans cet univers-là. Évidemment, le but, c'est de faire plein de petits spin-offs pour vendre des fascicules dans l'univers et ces histoires sont un petit peu plus sympathiques, mais le problème, c'est comment intéresser à des micro-histoires dans cet univers si l'univers lui-même est aussi mal dépeint et aussi mal écrit. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un gros raté étonnant de la part de Taylor, qui essaye juste de copier, ben, vous connaissez peut-être les Marvel 1602 qui étaient, écrits par Neil Gaiman et qui transposent tout l'univers de Marvel en 1602. Donc avec les enjeux de conquête du Nouveau Monde, par exemple et pour le coup, bah, comme c'était écrit par Neil Gaiman, ça fait partie un peu des Marvel cultes, des Marvel Elseworlds vraiment cultes et c'était, assez excellent comme transposition et p là, pour moi, c'est vraiment l'idée. Ils se sont dit: «Bon, bah, peut-être que, le XVIIe siècle, c'est un peu trop voyant qu'on copie Marvel 1602, on va remonter un siècle plus tôt au Moyen Âge. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire retransposer tout l'univers d'ici à cette époque-là, mais le plagiat est vraiment trop évident et c'est fait d'une façon complètement complètement médiocre. Franchement, lisez si vous n'avez pas lu Marvel 1602 qui en plus commence à être daté, donc je suis sûr que beaucoup de nos spectateurs pourraient l'avoir manqué. Allez lire ça parce que ça fait partie pour moi des grands comics Marvel. En plus, c'est lisible même si vous ne connaissez pas par cœur l'univers Marvel, mais là pour l'instant on va voir le tome 2, hein, et sur ce tome 1, vraiment on peut faire l'impasse. Vraiment, c'est vraiment inintéressant et médiocre. C'est joli de temps en temps, mais
c'est vraiment pas bon et c'est vraiment pas du bon Taylor. Alors après cette, magnifique première avis sur, sur Dark Knight of Steel qui nous a littéralement éclaté le récit. Alors, moi alors, petit spoiler, mais, Benoît prépare la review de Dark Knight of Steel. J'ai vu ses notes, pendant, sur le brouillon, sur le site et le pire, c'est que je suis plutôt de l'avis de Benoît. Moi, j'ai trouvé ça très bien, en fait, alors effectivement, il y a pas de je le compare pas du Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux comme on peut l'annoncer, mais je le prends tel quel. Effectivement, il n'y a pas de développement et sur ça, je te rejoins après coup, Siegfried, sur le développement de l'univers en soi, sur sur la géopolitique en tout cas, sur tout ce qui est l'aspect développement du village, etc. Ça, c'est pas du tout développé. Mais j'ai trouvé la retranscription plutôt intéressante. Benoît, je laisse la parole parce que du coup, j'imagine que tu seras un petit peu plus positif. Euh, Bah, en fait, moi, le fait que les personnages soient pas transposés tels quels, on va dire, ou même dans le même état d'esprit, me dérange pas spécialement s'ils sont un peu adaptés à leur, enfin, s'ils sont quand même plutôt bien adaptés à leur époque ou justement Donc tu à retrouves des l'univers traits de dans lequel il caractère est. à minima, quoi. Oui, voilà, mais que du coup Batman soit voilà ce chevalier qui veut absolument défendre son royaume, etc. En suivant ses traditions me dérange pas spécialement. On dirait qu'il y a une sorte d'attachement qu'on découvrira plus tard le pourquoi du comment, parce que j'ai eu la possibilité de lire la fin de cette histoire en VO, donc je connais la fin. Ah Mais ah. pour pouvoir faire Est-ce que ça va réconcilier Siegfried? je pense pas, mais je pense Pardon, pas, oui. mais voilà, certains retournements, enfin retournements de situation, mais certains positionnements de Taylor, voilà, sur le fait que on a les parents de Superman qui arrivent finalement sur Terre. Ça, du coup, je me suis dit ah bon, ah ouais, c'est pour une fois, c'est presque l'une des seules histoires que j'ai vues avec ça. Oui, c'est vrai que Pareil, oui, oui. où ils survivent vraiment, vraiment où ils peuvent voir leur fils grandir. Le fait que je sais plus, enfin voilà l'espèce de Green Lantern qui est mixé, L'homme en je dirais, vert. voilà Ils ont mis l'homme en tous les vert. personnages en vert en même temps. Ouais, hop. Voilà, c'est ça. Je dirais pas, mais enfin il y a pas mal, il y a pas mal de, je sais pas, j'ai trouvé d'idées intéressantes dedans. Je dis pas que voilà c'est parfait, je suis d'accord, mais Non, mais je sais pas pour je te une rejoins sur ça. C'est transposition. la curiosité un petit peu de découvrir, Ouais. ces personnages un peu maltraités. Du coup, forcément, comme tu le Oui. disais Siegfried, ils sont pas forcément, tout à fait raccord avec, ce qu'on peut attendre d'eux. Ils sont pas parfaitement calés sur leur représentation, mais du coup, découvrir vraiment cet univers vraiment totalement à part avec cette, liberté, j'ai trouvé ça intéressant effectivement. Je te rejoins Benoît. Mm. Mais en plus, bon, c'est très bien dessiné, moi je trouve. Et alors par contre, tu vois, la fiche que tu mets, que tout le monde voit, je la trouve pas très très belle et pas très représentative du récit qui est à l'intérieur, mine de rien. Et c'est vrai que la Quoi, couverture tu aimes pas qui la est sur... couverture avec Sauron? Non, tu vois, je trouve que c'est vraiment pas représentatif de ce qu'il y a dedans. Par contre, celle, la Ouais, collector est, l'alternative, est bah, vachement plus belle. je peux vous Ouais. la mettre à l'écran si vous voulez. Hop, hop. Ouais, si Heu, tu l'as, pourquoi pas. Mais c'est ouais. vrai elle est plus jolie et bon, après, elle coûte quelques euros de plus, hein, mais voilà. Et c'est vrai que par contre, là, je suis d'accord avec toi, Siegfried, les tie-in sont pas mal pour développer certains personnages ou certains traits de caractère, et notamment celui de Batman, avec l'histoire de Bane, qui est assez. On voit justement jusqu'où il peut aller par, on va dire, je vais le mettre entre guillemets, par amour pour son royaume et son roi et sa reine. Après, du coup, il y a pas mal de. Je pense qu'on en reparlera. On finira avec le tome 2. On reviendra sur l'ensemble du truc parce qu'il y a pas mal de choses à dire, de révélations qui vont se passer dans le tome 2 et qui vont bien conclure l'histoire. Mais je te rejoins sur la couverture originale, effectivement, qui est plus dans la lignée des Metal ou des Batman qui rit, Ouais, par exemple, en laissant supposer un univers apocalyptique, alors que non, c'est un univers qui est globalement lumineux. Enfin, c'est des batailles de c'est ça. jour. Il y a rien d'aussi sombre ou d'aussi ésotérique que peut le laisser supposer la couverture. Donc, ça donne une mauvaise impression de ce que peut contenir l'ouvrage. Aussi belle que soit la couverture, celle-là, effectivement, celle de la collection est beaucoup plus raccord avec
même les couleurs que de l'intrigue, quoi. Le fait qu'elle soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, Moyen Âge de paladin que Moyen Âge de vampire inédit. Bon, voilà. Vous voyez, vous avez eu 2 avis totalement différents sur ce Dark Knight of Steel tome 1 avec Siegfried qui nous l'a démonté pour démarrer et puis bon, on a essayé de rattraper le coup avec Benoît, pas simplement pour rattraper le coup, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une lecture qui nous a plu. Donc n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis quand vous découvrirez ce podcast ou cette vidéo sur YouTube, nous donner vos avis sur Dark Knight of Steel, pardon. Et si on parlait d'un récit écrit par Tom Taylor, Dis je vous donc. propose de découvrir Nightwing, tome 4. Tiens, Nightwing Infinite, tome 4. Et ça va être pour Aliénor. Aliénor, parle-nous de ce nouveau Nightwing. Alors, il paraît que cette série est super intéressante. Oui, c'est une série très intéressante que j'aime bien depuis le début, qui est de moins en moins spectaculaire ou exceptionnelle. C'est vrai que le début avait commencé, ça avait commencé très fort en fait avec les 2 premiers tomes. Ouais. Ça s'était un peu apaisé entre guillemets avec le 3e tome, et on revient un peu plus à la normale avec ce 4e tome qui s'appelle Le Grand Saut, et qui est constitué de 3 phases de récit principaux qui se rapprochent un peu plus des publications qu'on a habituellement pour certains comics. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 récits différents. Ça commence par un petit truc assez bizarre, voilà, qui m'a un peu déconcertée parce que ça change du reste de la série. C'est une sorte de petit chapitre qui fait intervenir, vous savez, l'équivalent du Bat-Myth, mais Mhm. en version Nightwing. Donc le D'accord. Night-Myth. Le Euh, Nightmare. ouais. Donc vous, Celui-là, je ne connaissais pas. non, non, personne ne le connaissait, ni même Est-ce que c'est l'invention Nightwing. de Tom Taylor ou pas? Du coup, ça, une vraie question, une vraie Oui, c'est curiosité. Tom Taylor. Tous les chapitres, tous les Non, non, récits non, non, mais je sont. veux dire Ah, le Night Meat, est-ce que c'est une invention du coup de Taylor sur ce récit-là ou est-ce qu'il existait déjà? je crois Quelqu'un a la qu'il réponse? n'existait pas. OK. Je crois qu'il a Non, été créé, pour ce volume OK. Ouais. aussi. OK, OK. Parce qu'en tout cas, Nightwing le découvre. Il reste perplexe, tout aussi perplexe que moi d'ailleurs, à l'idée de ce personnage qui rentre dans sa vie. Ça fait une petite aventure assez sympa qui reste dans la continuité de la série. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les numéros restent dans la continuité et dans le contexte de la série, même si ça sort à part en fait. Donc c'est intéressant, c'est un petit truc léger, assez incohérent parfois. En quelques pages, bon, il réussit quand même à rendre un récit parfois bancal, mais qui est sympathique comme tout, qui est marrant, et voilà, et qui met en scène la romance un peu entre Nightwing et Batgirl, qui met bien en scène le chien qui est bien rentré maintenant dans la vie du héros. Voilà, assez sympa. Voilà, un petit récit pour démarrer. Ensuite, nous avons un droit à un interlude, un ou une interlude, je me rappelle plus si c'est féminin ou Je masculin. dirais 1, mais Une interlude, non? ouais. Question Ben digne voilà, du on n'est jeu pas des 1000 d'accord de euros. peut-être Voilà. qu'on peut dire les 2, hein. Non, pas de je pense pas. sexisme, s'il vous plaît. Un interlude. Ah, c'est masculin, un interlude. Ah ouais, ouais, voilà, un interlude. Un petit interlude qui est très intéressant, pas du tout illustré par Bruno Redondo, mais illustré par plusieurs illustrateurs, qui mettent en scène l'homme sans cœur. Voilà. Alors moi qui reprochais au récit depuis le début de teaser l'homme sans cœur sans jamais le voir vraiment apparaître, si ce n'est donc à la toute fin du tome 3. Mais sinon, voilà, à chaque fois, c'était assez frustrant. Là, enfin, on a un récit en fait sur la naissance de l'homme sans, enfin, la vie, pourquoi il est l'homme sans cœur, et cetera. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, c'est un peu comme le Joker, c'est-à-dire qu'il n'a pas raison d'être l'homme sans cœur, il est sans cœur et vraiment sans cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai méchant qui n'a aucune empathie pour l'être humain. Voilà, sauf pour lui-même, et j'aime bien. C'est intéressant de voir enfin des méchants qui sont vraiment méchants. Voilà. Des fois, j'en ai marre de trouver des excuses aux méchants, en fait. Les méchants gentils, ça suffit. C'est ça, ouais, ça suffit là. Donc c'est très intéressant, je trouve que le dessin est pas mal réussi, ça fait intervenir aussi différentes choses.
Comme par exemple, ça se termine en plus sur une note assez positive, alors que le récit est pour le coup, assez gore, assez sombre, parce que c'est quand même une histoire, assez horrible et ça se termine par une note positive avec le chien. Toujours cette intervention du chien. Désolée, hein, mais j'adore les chiens. Donc dès qu'il y a une intervention du chien de Nightwing, ben, j'aime bien et c'est assez mignon. Voilà, à chaque fois, ça rajoute une petite note de gaieté et de positivité, donc digne, des récits de Nightwing, en fait. Un Nightwing n'est jamais vraiment sombre. Et enfin, on retourne à vraiment, le récit, tel qu'on l'avait essayé au début, qui met en scène la relation entre, la mère de Blüdhaven, qui est en vérité, attention, j'ai le droit de spoiler, mais ça Ah, ça ça date spoil, ça spoil. Aïe, aïe, ça aïe. date du tome précédent, en fait. Ah, Donc je bon, dirais ça que j'ai le passe droit de alors. spoiler. Voilà, Ça je passe. préviens. Qui est en faire la demi-sœur de Nightwing. Voilà. Sachez que la fille de Zuko n'est pas du tout la fille de Zuko. Voilà, et la fille de la mère de Nightwing, donc c'est sa demi-sœur. Et donc ils vont s'allier ensemble pour essayer, comment je veux dire, j'ai un gros trou. Blockbuster est mort dans le tome précédent, autre spoiler, mais Entre c'est le tome spoiler. précédent. Comme Blockbuster est mort, et bien en fait le trône est vacant. C'est le titre d'ailleurs de l'épisode, le trône est vacant. Et donc l'homme sans cœur va profiter de l'occasion pour essayer de détruire la ville, en libérant notamment tous les prisonniers de la prison de Blüdhaven. C'est l'occasion de faire intervenir les Titans. C'est l'occasion aussi pour la Ligue de la Justice. Je crois que c'est dans le tome précédent. C'est dans le récit sur l'homme sans cœur que la Ligue de Justice offre à Nightwing la fonction de chef de la Justice League, tout simplement. Voilà. Donc c'est une fonction quand même assez puissante, c'est-à-dire, enfin voilà, c'est un choix difficile à faire pour Nightwing qui s'en réfère à Batman. Du coup, plusieurs questions se posent à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit accepter ce rôle? Est-ce qu'il doit continuer à défendre sa ville et à prendre le trône de sa ville? Pourquoi pas aussi? Voilà, plein de questions existentielles se posent à lui. Il en réfère à Batman notamment, où on voit une émouvante relation père-fils à la fin du tome. Et voilà, on retrouve en fait dans ce bouquin de Nightwing tous les ingrédients qu'on aime pour les amoureux du personnage, c'est-à-dire sa relation compliquée et en même temps émouvante avec Batman, de la légèreté autant que de la gravité, beaucoup de questions existentielles sur, «Est-ce que je suis capable de faire ça?» mais en même temps, «Oui, je suis capable de faire de belles choses». Enfin voilà, ce sont les ingrédients habituels et qui nous font toujours, plaisir. Voilà, donc je conseille de continuer cette série. Voilà, il y a quelques surprises comme je vous l'ai dit, enfin, quelque chose d'intéressante. Voilà, voilà. C'est pas transcendant, mais c'est très agréable et je trouve que la série continue bien. Ouais, toujours positif sur ce Nightwing, tome 4 du coup, Nightwing Infinite. C'est aussi vos avis, messieurs? Moi, je me suis assez ennuyé en fait en lisant ça. Ah ouais, mais Heu, tu pas été sensible, non, je suis heu désolé, Aliénor, mais c'est pas non, c'est la première histoire avec justement voilà, le Night, Myth. Oui, ouais. C'était bon, je sais pas, Oui, c'était c'est bof, ouais. sorti un peu de nulle part, Ouais, donc je sais pas. je suis Voilà. d'accord. La deuxième histoire où on voit les origines du méchant, bon ça y est enfin et effectivement je suis d'accord, on voit enfin, qui il est et cetera, même si ça m'a énormément rappelé, Victor Zsasz. C'est un petit peu ils ont la même situation de base. Voilà. Après, ça évidemment ça évolue, mais on va dire, c'est un croisement entre Zsasz et Batman, on va dire au niveau du méchant. Et la situation à la fin, oui, effectivement, on se dit: «Ah ça y est, il va enfin, se sortir un petit peu les doigts», comme on dit, désolé pour l'expression. Et à la fin, d'un coup, ah et ben il a disparu, donc pas d'affrontement final, rien et ça commence à faire un petit peu longuet au bout du 4e tome. Peut-être, Nightwing lui mettre une belle mandale, qu'il s'arrête un petit peu, qu'il aille en prison ou à Arkham et ensuite qu'il revienne. Mais bon, voilà, ça commence un peu à faire long pour moi. Siegfried, pour toi, du coup, tu l'as lu? Oui? Oui, oui, je l'ai Oui. lu, oui, j'étais un peu mitigé aussi. Peut-être que je l'ai préféré au 3 parce que comme on l'avait enfin, je vous renvoie au podcast précédent qu'on avait fait sur, Nightwing Infinite 3. Je pense qu'on a tous été un peu frustrés, parce que ça reste bien, mais Ouais. on voyait les auteurs un peu plus en pilote automatique et
ne parvenant plus à faire de quoi que ce soit de vraiment extraordinaire, ni en termes de narration, ni en termes de graphisme, et tout encore une intrigue autour de blockbuster, ben ça finit par devenir pesant, donc heureusement on se débarrasse Après, du blockbuster. à sa décharge, Tom Taylor était en train de travailler sur l'élaboration de l'univers de Dark Knight of Steel. Ce n'est pas sa décharge, non, pas du tout. Je ne l'excuserai pas pour ça. Donc à la rigueur, Nightingale Infinite est un peu plus intéressant parce que, bon, moi j'ai trouvé ça assez hilarant, le premier fascicule sur Nightmare. Je me dis que ça fait une petite récréation qui est tout à fait bienvenue. C'est assumé comme récréation, ça n'occupe qu'un fascicule, c'est délirant et on retrouve vraiment cette idée de petits délires comme on peut parfois en trouver dans les comics de Batman aussi, avec beaucoup Mmh. de magie, mais ça reste comprimé en un fascicule pour revenir à des choses plus réalistes après, donc pourquoi pas, c'est assez drôle. Nightmare propose même de former un fan club de Nightwing avec des t-shirts, et sous le t-shirt on inverse vous savez le fameux mème où Batman donne une gifle à Nightwing, mais cette fois c'est Nightwing qui donne une gifle à Batman. Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle d'assumer ce même internet et de l'assumer dans les comics, donc moi ça m'a bien fait rire. Et effectivement, ensuite, on a l'histoire de Sans Cœur que j'ai trouvé un peu quelconque, mais bon, relativement acceptable. Même si le problème, c'est un peu ce que vous pointiez du doigt aussi, c'est que le but de raconter son histoire, c'est de prolonger son histoire. Parce qu'autant là, il était assez quelconque et donc on s'attendait à ce qu'il disparaisse assez vite. Autant si on prend un fascicule entier pour raconter un peu toutes ses origines, bah c'est forcément que son histoire ne va pas être conclue dans les 2-3 fascicules à venir, mais qu'il va encore être un méchant pour les prochains volumes, sinon on perdrait pas de temps à raconter son histoire. Et est-ce que son histoire justifie vraiment d'en faire un super vilain sur le long terme? Je suis pas vraiment sûr. D'autant qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes dans ce récit, c'est qu'effectivement ça finit par une grosse bataille finale. En plus, le fascicule s'appelle Conclusion, mais en fait c'est pas une conclusion parce que comme ça a été précisé, l'homme sans cœur disparaît avec Zuko, donc finalement il reste une espèce de trou béant, donc on sait pas trop quelle est la valeur conclusive de ce truc. Mais il y a quand même une espèce de catastrophe. On a fait sortir de la prison de Blüdhaven énormément de super vilains, y compris Elephant Man, donc il est supposé y avoir une grosse crise à Blüdhaven qui est résolu par une espèce d'ex machina qui vient un peu de nulle part, en un claquement de doigts, ben, il y a tous les Teen Titans qui arrivent et qui viennent résoudre résoudre le problème tout seul. Et encore une fois, c'est un peu surprenant et un peu décevant, je trouve, de la part de Taylor. Taylor est quand même fort, généralement, pour écrire des équipes de personnages et les relations entre les personnages. Là, on a juste une équipe de 10 super-héros avec des pouvoirs magiques qui arrivent en un claquement de doigts. Il n'y a aucune relation, il n'y a aucun développement entre ces personnages. Ils arrivent juste et canalisent la crise tout seuls dans leur coin. Alors que Nightwing ne semblait même pas en avoir forcément besoin. Et du coup, on a effectivement un déluge de super-pouvoirs sans aucun développement de personnage et qui vient mettre fin à la crise qui avait été préparée. Enfin, on a l'impression que, comme c'était le fascicule numéro 100 de la série Nightwing, Taylor était obligé d'offrir une conclusion temporaire assez rapidement. Et comment résoudre une crise aussi grosse rapidement? Ben, on fait un ex machina, quoi. On fait intervenir plein de super-héros avec plein de super-pouvoirs, plein de magie, exactement tout ce qu'on n'aimait pas dans les Nightwing. Enfin, tout ce qu'on aimait dans les Nightwing, c'était justement ce côté, ce rapprochement du réel. Et en fait, comme il faut finir vite, ben, plus de rapprochement du réel. Ça y est, on laisse tout tomber. Il y a qu'un super-héros, il y a plus aucun personnage, plus aucun développement. C'est juste la résolution magique du conflit. Oui, bon, Taylor nous habitue à mieux quand même. Mais et c'est un peu surprenant de finir un volume sur, heureusement, effectivement, il y a cette touche émotionnelle de rapprochement entre, Bruce Wayne et Nightwing. C'est presque un peu too much et c'est aussi des choses que je reprochais à Taylor, c'est on le sentait dans les précédents volumes, mais là, c'est particulièrement accentué, c'est que comme enfin, c'est un peu c'est une chose que je dis régulièrement, c'est quand un scénariste écrit un personnage, il a tendance à en faire trop parce le scénariste a envie de poser sa patte. Et comme il a envie de poser sa patte, il a envie de réécrire complètement la continuité, réécrire complètement tous les personnages pour qu'on se souvienne de lui et qu'on ne puisse plus ensuite écrire une histoire de Batman ou de Nightwing sans dire oui, bah, il y a eu cet auteur-là qui est passé sur le personnage et qui a fait ces changements-là. Et là, c'est un peu le cas aussi. Il y a vraiment un tropisme, il y a une volonté de tropisme Taylor où ben, comme l'a dit Aliénor, bah, tout à coup, on a Superman et Wonder Woman qui proposent à Nightwing de diriger la Justice League. Mmh. Waouh, d'accord. Autant je trouve que c'est une super idée parce que l'idée que la Justice League est composée un peu de dieux, soit dirigée par un être humain, justement pour canaliser un peu cette divinité et qui est quand même cette assise humaine qui les dirige, je trouve que c'est super. Sauf que c'est pas du tout posé comme ça. Vraiment, c'est juste Superman et Wonder Woman qui viennent voir Nightwing et qui lui disent, ben écoute, t'es un chic type, est-ce que tu veux pas devenir notre chef? Ouais, enfin, c'est que Nightwing, quoi. S'il y a pas de vraie problématisation de ça paraît on sent l'auteur qui écrit du Nightwing et qui, du coup, a envie de faire de Nightwing le roi de l'univers. C'est que Nightwing, en fait. Il y a un moment, il faut se calmer un peu ou un peu mieux poser les choses. Et même chose, voilà, quand il y a cette réconciliation avec Batman, bah, Batman, en fait, on l'a pratiquement pas vu pendant tout le volume et tout à coup, il apparaît pendant 2 planches juste une déclaration d'amour à Nightwing. Est-ce que c'est pas un peu too much? Est-ce qu'il aurait pas fallu que ça soit un peu plus mérité dans ce volume-là, qu'on sente un peu cette tension qui se libère? Plutôt que juste cette espèce de déluge d'émotions positives finales
qui est pas assez mérité pour que vraiment on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, ça m'a paru un peu faible de la part de Taylor, qui justement nous habitue à beaucoup mieux en termes d'écriture d'émotions humaines. Il y a un peu des abus. Autant j'apprécie les scènes, autant je trouve qu'elles auraient pu être beaucoup mieux amenées. Et de la part de Taylor, surtout, je sais qu'il a pu beaucoup mieux les amener. Donc ça m'a laissé cette impression mitigée, alors même que les idées sont bonnes et je pense aurait pu en faire un volume vraiment fort. Autant le fait que ça soit à ce point survolé, à la fois avec les ex machina et ce déluge de bonnes émotions qui sont pas méritées, font que un volume qui aurait pu être vraiment fort est finalement en demi-teinte et pratiquement à la hauteur du tome 3, donc quand même plutôt sur une pente basse d'un Nightwing. Donc je rappelle que les 2 premiers volumes avaient vraiment été des miracles qui avaient un peu éberlué toute la team Batman Legends. Et là, vous sentez, je pense, on commence tous à être un petit peu blasés et à sentir qu'il faudrait qu'on nous réveille. Et là, c'est pas le volume qui va nous réveiller. Alors qu'il y a toutes les idées pour nous réveiller, mais il n'y a pas l'exécution qu'il faut. Et Taylor aurait peut-être besoin de se recentrer, d'abandonner Darkness of Steel et toutes les bouses de ce genre pour se recentrer là-dessus et clore ça en beauté, parce que là, ça sent quand même un peu le pilote automatique et un univers qui le délaisse un peu pour des facilités. C'est un peu dommage. Je suis d'accord avec toi pour la résolution du conflit. J'avais oublié cet aspect-là que je m'étais faite en lisant. Parce que effectivement, moi aussi, ça m'avait perturbée. Qu'un si gros truc, en fait, créé par l'homme sans cœur, soit résolu aussi facilement, aussi directement, surtout avec l'homme éléphant, là. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Enfin, complètement. C'est trop bête la façon dont ça se résolue, c'est trop facile, quoi. Donc, ouais, là-dessus, je suis d'accord, j'avais oublié ce passage-là. Ce qui est bien, c'est que tu pars du bas, c'est ouais, c'était bien, après je suis mitigé, après c'est carrément très mitigé. Ça n'est pas Non, mais lié parce de qu'il y avait. décompression. Moi, j'avais retenu que le positif, parce que bon, c'est vrai que c'est des récits que j'aime bien et tout. Mais, enfin, j'ai pas retenu que le positif, Ah. mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'aspects négatifs. Après, je serais pas aussi radical que toi par exemple, le rapport entre Batman et Nightwing et tout ça. Enfin, je trouve que ça s'intègre bien. Moi, après. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le meilleur tome de Nightwing Infinite, mais c'est plutôt sympa maintenant. Tom Taylor, il va falloir te réveiller. C'est le message que te passe Siegfried. Messieurs, dames, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une nouvelle lecture. Cette fois-ci, si vous aimez les gros volumes, pour 39 €, il y a 688 pages qui ont été publiées sous le titre de Multiversity présente Terre 38. Et du coup, je crois que c'est la parole à Siegfried pour nous parler un petit peu de ça. Est-ce que 688 pages, c'est pas trop long? Oui et non. Bon, l'un des problèmes du projet Multiversity, donc dont c'est le 4e volume, je crois, c'est qu'on n'est jamais très clair sur le projet. Quand on vous dit: «Il y a Multiversity présente Terre X, Multiversity présente Terre 38», et cetera, on a l'impression que, voilà, on a pris plein de scénaristes stars, on leur a dit: «Tiens, écris l'histoire de cette Terre parallèle en 500-700 pages de ta carte blanche», et que ça il y a une espèce de logique éditoriale. Dans les faits, c'est pas du tout le cas. On a 2 volumes qui sont plus ou moins contemporains, qui sont donc les Multiversity de Morrison et celui de Venditti. Et on en a 2 qui, en fait, sont juste des republications d'histoires plus anciennes des années 90, sous cette bannière qui voilà, dont en fait qu'en fait rien ne relie au Multiversity vraiment de Morrison ou de Venditti, par exemple. Enfin, c'est pas ça s'ancre pas du tout dans le même projet éditorial, parce que ça a été écrit bien avant même que soit conçu le projet Multiversity de Morrison, qui avait quand même posé les bases de cet univers. Donc on avait le Multiversity présente Terre 37 avec Howard Chaykin, et donc ce Multiversity présente Terre 38 qui compile donc 3 séries, en fait, publiées entre 99 et 2004. Donc on est quand même un peu dans du old school, enfin ça se ressent un peu comme du old school parfois. Et à la base, ça s'appelait Superman et Batman Génération. Et donc on avait Superman et Génération volume 1, volume 2, volume 3. Tout ça scénarisé et dessiné par John Byrne. Et là, pareil, vous pouvez voir un peu la limite, c'est que John Byrne, c'est un excellent dessinateur et un excellent scénariste, mais c'est pas un excellent dessinateur contemporain. Autant ce qu'il pouvait proposer dans les années 70-80, ça pouvait vraiment être formidable. Autant sur un récit de la fin des années 90 et surtout du début des années 2004, il est plus vraiment adapté aux exigences contemporaines. Et le décalage est acceptable dans la première histoire, un peu moyen dans la deuxième, et dans la troisième, où il essaie de se mettre à des techniques d'ancrage peut-être numériques, enfin où l'ancrage est vraiment complètement calamiteux. Là, pour le coup, le dessin paraît paradoxalement beaucoup plus daté en 2004 qu'il ne pouvait l'être en 99. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça.
3 histoires, donc ça permet de mieux supporter ces 700 pages, puisque donc c'est un peu divisé. C'est pas tout à fait équitable, je crois, mais enfin, ça fait 3 récits de 250 pages, donc ça reste plutôt lisible. La première, c'est de loin la meilleure, je trouve. Elle rac En fait, elle raconte la relation entre Batman et Superman en sautant à chaque fois 10 ans. Donc on commence en 39 et on finit dans le futur. Mais, il y a une petite fois en 39, puis en 49, puis en 59, puis en 69, et cetera. Et donc on voit cette relation évoluer. Le projet de Byrne étant de montrer que les super-héros vieillissent. Forcément, c'est un peu le projet de cette évolution diachronique. Et donc autant ils sont jeunes et fringants quand ils se rencontrent pour la première fois en 39, autant en 59, Batman commence à admettre qu'il est un peu vieux. En 69, ils doivent envisager de laisser la cape à leurs acolytes. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre à cet héritage? Du coup, c'est un comic qui pose quand même bien les questions d'héritage, d'autant qu'on prend des libertés. On est vraiment dans un Elseworld, peut-être un peu trop dans un Elseworld d'ailleurs, parce qu'on imagine qu'à un moment, Batman et Superman ont tous les 2 des enfants et que ces enfants donc des épouses et des enfants et donc un rapport avec, au super pouvoir des enfants. Est-ce que les enfants vont devenir leurs héritiers? Et est-ce qu'un héritier de Batman, c'est Batman? Ou est-ce qu'il y a qu'un seul Batman, c'est Bruce Wayne? Enfin, du coup, il y a ces questions-là qui sont posées, qui peuvent être parfois un peu bizarres parce qu'encore une fois, on s'attend d'abord à un projet qui est relativement canon, en voyant juste Batman et Superman vieillir et en fait, on se rend compte que c'est l'occasion de faire intervenir beaucoup de personnages un peu à la va-vite parce qu'encore une fois, quand on saute de 49 à 59 et de 59 à 69, à chaque fois, on saute 10 ans et évidemment, à chaque fois, en 10 ans, il y a plein de choses qui se passent. Donc je trouve ça super intéressant parce que c'est aussi un appel à l'intelligence du spectateur qui est obligé de raccrocher les wagons, de se dire: «Tiens, effectivement, tel nouveau personnage, on les avait pas vus. Tiens, tout à coup, Batman est marié et a un enfant, c'était pas du tout les choses qu'on avait vues précédemment». Donc je trouve ça toujours intéressant de faire appel à, voilà, à cet esprit critique et cette intelligence du lecteur-spectateur pour accrocher les wagons. Mais ça crée aussi des brisures émotionnelles, parce que comment s'intéresser à des personnages qu'on voit à chaque fois pendant 15 pages et tout à coup on saute 10 ans, même quand il leur arrive les pires tragédies, parce que sur toute cette histoire, en fait, Lex Luthor va essayer de les pourrir et par les pourrir, j'entends qu'il va assassiner des personnes de la famille de Batman et de Superman de façon parfois assez gore, de façon assez traumatique. Donc ça pourrait être l'occasion de vraies émotions fortes, sauf que comme on saute à chaque fois 10 ans et qu'à chaque fois ce sont des récits assez courts, liés par ce fil rouge, mais ce fil rouge à chaque fois avec des ellipses de 10 ans, ça casse aussi cette émotion. Donc le projet narratif est assez passionnant et il y a une vraie volonté de discours sur l'héritage qui est intéressante et pour moi ça peut faire partie des, grands comics des années 80. Enfin, comme vous le savez peut-être, donc dans les années 80, il y a ce qu'on appelle le comics révisionniste avec cette entrée dans l'âge sombre ou l'âge ce qu'on appelle l'âge moderne du comics avec la remise en cause de l'héroïsme des super-héros, notamment avec The Dark Knight Returns et Watchmen, où on peut plus écrire un super-héros comme super héroïque et cet assombrissement vraiment de la manière dont on écrit les super-héros. Et à la fin des années 90, il y a au contraire les auteurs qui essayent de réveiller un peu d'idéalisme super-héroïque, qui estiment que ça y est, on a assez bavé sur, tous les super-héros sont sombres et sont violents et peut-être temps de réinstaurer un peu de lumière dans les super-héros et à la fois Morrison, à la fois Waid, à la fois Jones, enfin tous sont un peu d'accord pour, refaire des grands récits et donc c'est l'époque où il y a Kingdom Come par exemple, c'est l'époque où il y a le Golden Age de Robinson et c'est l'époque donc où il y a cette première histoire génération de John Byrne et on est vraiment dans cette idée de réflexion sur l'héritage et de réflexion malgré tout ce qu'il peut y avoir d'obscur, de, traumatique dans l'histoire des super-héros, quand même en faire des histoires qui soient vectrices d'espoir et qui soient enthousiasmantes pour le lecteur et ça fait partie de ces récits vraiment très chouettes et vraiment très importants. Malgré tout, je reste assez circonspect sur l'ensemble, alors même que d'après ce que je dis, vous pourrez vous dire, voilà, que ça devrait suffire, en faire un indispensable, parce que les autres récits sont beaucoup moins importants. Le deuxième déjà ne fait que remplir des interstices dans donc ces sauts de 10 ans qu'on pouvait avoir, en insistant davantage sur la Justice League et la JSA et la JLA qui étaient un peu plus absentes. Donc c'est un peu étrange parce qu'on fait un récit où on fait appel à votre intelligence pour accrocher les wagons et ensuite on vous fait un récit où on se dit: «Bon, peut-être que vous étiez pas assez intelligent, donc on va un peu vous raconter ce qui s'est passé, comment ils rencontrent leurs épouses, comment ils ont leurs enfants». Oui, en fait, on avait déjà sauté toutes ces étapes, donc pourquoi les re-raconter, alors qu'on les a déjà sautées il y a quelques années? C'est un petit peu étonnant et un peu lacunaire. Il y a parfois de très jolies choses, mais ça reste raconté un peu bizarrement. Il y a notamment toute une histoire assez bizarre où on montre que Martha et Thomas découvrent grâce à un truc qui s'appelle le chronoscope qu'ils vont se faire assassiner et en fait, ils acceptent de se faire assassiner parce que l'assassinat va permettre à Bruce Wayne de devenir Batman. Et autant je trouve ça assez puissant de dire que Martha et Thomas acceptent d'être assassinés pour que leur fils devienne Batman, autant bon,
vous êtes d'accord que c'est un peu tordu quand même, je pense. Surtout en connaissant Oh, la un vie, petit peu. en connaissant la vie, Carrément. ils voient du coup vraiment Batman. Donc ils sont supposés voir aussi que, bah, Batman, il est un peu névrosé par ce meurtre. Enfin, certes, c'est bien qu'il y ait un Batman, mais peut-être que se faire assassiner, c'est un peu lourd comme tribu. Et est-ce que c'est pas encore plus névrotique pour Batman d'apprendre que ses parents ont été assassinés volontairement? Enfin, l'idée est bonne, mais l'exécution est vraiment épouvantable et ensuite un concept qui est hyper tordu et vraiment un peu malsain et bon là, comme je dis, la 3e série, elle est juste moche, peut-être à cause des séries de Sinclair ou peut-être juste parce que Byrne essaye d'être un peu plus moderne et c'est complètement dépassé en 2004, avec une intrigue qui cette fois se passe presque essentiellement dans le futur, avec les néo-dieux et du coup, c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus décousu, mais c'est aussi beaucoup plus cosmique et ambitieux. Bon, moi, dès que c'est trop cosmique avec beaucoup de combats, beaucoup de super pouvoirs, vous savez que j'accroche un petit peu moins et je retrouve pas du tout le projet initial. Là, on a vraiment le prétexte de sauter d'époque en époque, qui est juste là pour, raconter une intrigue beaucoup plus vaste et du coup, c'est beaucoup plus une intrigue de super pouvoir avec une grosse intrigue étalée qu'une vraie histoire de personnages, et d'héritage. Donc, le propos est beaucoup moins riche et beaucoup moins intéressant. Donc encore une fois, voilà, ça peut être intéressant d'autant que le prix est relativement acceptable pour 700 pages. Mais c'est surtout intéressant pour le premier récit qui fait partie un peu des récits fondamentaux des années 90, mais qui est beaucoup moins connu que, peuvent l'être L'Âge d'or et surtout Kingdom Come. Donc c'est une lecture qui est vraiment intéressante, même s'il manque cette charge émotionnelle que peuvent avoir au contraire Golden Age et Kingdom Come. Mais ça, c'est un récit qui est vraiment intéressant avec Byrne Byrne, voilà, qui est quand même un des scénaristes majeurs à la fois de Marvel et DC et qui revient sur l'héritage de Batman et de Superman et ce qu'il signifie à travers le temps. C'est quand même une démarche qui est hyper intéressante. Autant la suite est moins satisfaisante, voire carrément, voire carrément gênante ou carrément moche. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous suffit à sauter le pas. Je ne serais pas hyper enthousiaste pour ma part. Donc c'est encore une fois, je recommande quand même la lecture de la première de ces 3 histoires. D'accord, oui, bon, un tiers, c'est déjà pas mal sur 688 pages, mais Benoît, tu l'as lu, celui-ci aussi? Oui, Oui. oui, oui, je l'ai lu bah, il y a un petit moment. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'aime qu'un auteur, enfin, on a vu ça assez. C'est rare ce genre de récit où on voit vraiment une évolution d'un personnage sur des années, des décennies, voire enfin, on, on a enfin voilà cette histoire d'héritage et de continuité du personnage qui grandit, qui évolue, qui change. Et c'est un truc, pour moi, qui me manque dans la continuité habituelle. Et là, j'ai enfin vu ça dans un album de presque plus de 600 pages. Mais c'est pas que ça m'a réconcilié. Si ça m'a un peu réconcilié avec ces albums multiversitiles, que le premier, j'avais. C'était trop confus pour moi. C'était avec le Capitaine Carotte, j'ai eu du mal. Celui sur Terre X, c'était très bien. Le troisième était pareil, pas trop confus. Et celui-là, voilà, je sais que les dessins peuvent rebuter, parce que j'en ai déjà parlé ça avec des amis. Le dessin peut rebuter et aussi le fait que euh, on lit ce que les personnages pensent et ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Donc tu ça, une c'est vrai que c'est narration un peu à l'ancienne. voilà, exactement. Donc ça peut rebuter des gens. Mais moi, personnellement, qui faisais des comics quand c'était comme ça, il y a encore plusieurs années, ça m'a vraiment pas dérangé. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette évolution des personnages. Bon, voilà, on a un Batman et un Superman. Je voudrais pas spoiler parce que je cite vraiment, vraiment les lecteurs à aller lire ça. Ça change et ça te donne un récit vraiment complet et vous avez une histoire qui se commence et qui se termine et, voilà et qui va vous donner des heures et des heures de lecture et franchement j'ai adoré. OK, OK, ben, plutôt pas mal du coup ce Multiversity, malgré le côté un peu, vieux, Rétro, ouais. voilà, un Mm. peu rétro, de la lecture. Mais en tout cas, voilà, vous savez que vous en aurez pour votre argent parce que quand même 688 pages, ça fait quand même pas mal de temps de lecture. Avant qu'on enchaîne sur la prochaine lecture, je dois remercier Aliénor Drake qui doit nous quitter, pour d'autres activités et du coup, bah, Aliénor, on se retrouve très bientôt. Pour d'autres podcasts. Merci pour ta participation ce soir. Salut. Salut, Merci à vous. salut. Salut. Et nous, on va pouvoir enchaîner avec les deux dernières lectures qui traînent. Alors, ça fait longtemps
qu'on n'avait pas parlé de Tom Taylor. Alors, je vous propose qu'on évoque ce troisième tome de Deceased, donc par Tom Taylor et Trevor Ersine. Du coup, je laisse la parole à Benoît. Tiens, tu avais la parole, je t'en prie. Parle-nous de ce troisième tome de Deceased. Qu'est-ce que ça donne? Je sais qu'on a été plutôt mitigé sur le tome 2 de mes souvenirs. Le tome 1 nous avait plutôt plu, le tome 2 pas du tout. Le tome 3, ça donne quoi? Le tome 3, pour moi, il est assez en dessous pour conclure cette histoire. Donc, on repart où les terriens sont sur une autre planète, puisque ils ont réussi à trouver un vaccin, un sérum pour arrêter cette équation d'antivie. Ouais, Qui c'était anime plutôt Pfizer ou non, Moderna, ok. je crois. Moderna. Moderna. Il en faut un troisième, mais je l'ai pas. Je me rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus. Il y avait Bon, l'Institut Pasteur, mais il est écart. jamais sorti. Alors, tu vois. ouais, exactement. Donc voilà, ils ont réussi à avoir cette équation d'antivie, donc ils vont ranimer, revenir à la vie les personnages qui peuvent, hein, évidemment. D'accord. Donc ils vont même Oui, aller pour certains, c'est chercher. compliqué. Oui, c'est ça. Et puis ils vont même aller chercher Superman qui s'est réfugié à l'intérieur du Soleil. Donc on a le retour de Superman qui revient. Donc c'est sympa, c'est sympathique, hein. Et on va être quand même confronté à toujours Darkseid, puisque c'est lui, puisque là il est littéralement habité par cette équation d'antivie. Et il est en train de ravager le cosmos avec l'ensemble des New Gods qui sont aussi infectés. C'est un récit qui est en 8 chapitres. Ça se lit quand même, mine de rien, assez vite. Ouais. Et parce que C'est c'est pas 200 pages à peu près, je crois. ouais, c'est pas en fait, c'est pas hyper intéressant parce qu'il y a rien d'original par rapport aux 2 premiers volumes et surtout, alors c'est un avis très personnel, mais on se rend compte que finalement derrière cette équation d'antivie, il y a quelque chose, que c'était pas simplement, une erreur qui est due, au fait que Cyborg a été infecté, que, il y a quelque chose qui se réveille. Non, non, il y a, en fait une entité qui est derrière cette équation d'antivie et je trouve que c'est d'une facilité scénaristique qui est déconcertante et c'est trop facile, voilà, parce que du coup, il fallait mettre un visage, un Tu as nom raison, derrière ça. ça faisait un moment qu'on n'avait pas critiqué Tom Taylor. Donc, du coup, C'est ça. faut. Mais là, je pense qu'il aurait mieux fait de s'arrêter au premier ou deuxième volume, voire au Unkillable, qui était sympa à lire. Mais là, là, c'est à la fois du réchauffé et en même temps, les personnages arrêtent pas de se battre les uns entre les autres pour savoir qui a raison. Certains groupes veulent simplement tuer tous les morts vivants parce qu'ils n'ont pas tellement le choix et parce qu'ils affrontent des dieux, littéralement. Quand Superman dit non, 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 pas déconner, on va les suivre, on va les sauver. Donc voilà, on a toujours cette même rengaine du super-héros qui ne veut tuer personne, même des morts vivants. Et voilà, et c'est surtout, on a un méchant qui est derrière cette équation d'antivie, et c'est trop simple, c'est trop facile, et j'étais déçu par cet album. Voilà, je pense qu'il faut rester au premier, ou voilà, au Unkillable, moi j'avais bien apprécié. Le reste, c'est beaucoup plus dispensable. Ok. Ok. Plutôt dispensable, ce troisième tome de DC's. Alors, c'est vrai que, bon, c'est peut-être on va dire, une histoire qui se traîne un petit peu trop en longueur. Messieurs, du coup, je vous propose d'enchaîner avec la dernière lecture de ce mois de septembre. Et là aussi, il y a pas mal de pages, puisque si on était pour 688 pages avec le Multiversity, nous sommes tout de même à 576 pages pour ce Hitman tome 1 ou volume 1. Garth Ennis, du coup, qui est présent sur la couverture. Dis-nous tout, Siegfried, est-ce que c'est intéressant? C'est très intéressant. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un comics qui est sorti dans les années 90. Donc on est vraiment à l'époque et dans la continuité des comics Lobo ou The Mask, par exemple. Donc on est complètement dans du comics hyper violent, régressif. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est scénarisé par Garth Ennis. Enfin, on est bon, le système de couverture dit qu'on est entre Preacher et The Boys. Chronologiquement, c'est vrai. Dans les faits, Preacher et The Boys sont des comics qui sont beaucoup plus ambitieux que les Hitman. Hitman, on est vraiment dans de la récréation. Donc, la récréation sur 700 pages,
ça peut paraître longué quand même. Ouais. Et ça reste extrêmement plaisant à lire. Donc il y a 3 choses différentes dans ce Hitman. Il y a, ça commence par je crois que c'est du Batman Demon Annual. Non, du Demon Annual, c'est ça. Donc c'est juste un petit fascicule qui introduit, je crois, le personnage de Hitman dans la continuité d'ici. C'est la première fois qu'il apparaît là. Et où on découvre donc le tueur à gages, Tommy Managan, obtient une vision à rayon X après avoir été agressé par des espèces de vampires parasites de l'espace. Ce qui évidemment l'encourage à devenir Hitman, puisqu'il va profiter des pouvoirs ainsi acquis pour être un tueur à gages encore plus redoutable, et cette fois disposant d'espèces de super pouvoirs. Et immédiatement, on implique du Jason Blood et du Etrigan, donc il y a vraiment cette idée de le lier à l'univers d'ici, et tout se passe à Gotham. Et ensuite, on a du Batman Chronicles qui se passe pendant l'event Contagion, où Hitman et Batman se rencontrent. Évidemment, c'est une rencontre qui se passe pas super bien, un peu intrigante, parce que déjà l'image de couverture, c'est Batman qui a un pistolet dans la bouche, donc on se demande un peu comment ça se passait. Ça sous-entend aussi une certaine conflictualité entre les deux personnages. Mais l'idée, c'est Éventuellement. clairement, en introduisant Hitman dans l'univers de DC Comics, c'est aussi clairement de faire un équivalent du Punisher chez DC. Évidemment, puisqu'on a encore une fois un personnage qui a un code moral, on va beaucoup insister sur le fait qu'il a un code moral. Il assassine avec le sourire et sans aucune retenue, mais il n'assassine que des personnes coupables. Et justement, il va carrément à un moment se rendre à la police, par exemple, parce qu'il ne peut pas commettre d'actes de violence sur la police. Donc il est vraiment extrêmement respectueux d'un certain code moral, ce qui le rapproche de Batman, à la différence évidemment que voilà, lui n'hésite pas à tuer les super vilains. Donc on est exactement sur du Punisher chez DC Comics, avec cette touche autoparodique extrêmement comique qui donne une tonalité propre. Là, au Punisher, évidemment, c'est un personnage qui, au contraire, est extrêmement grave. Et enfin, on a donc Hitman, la série Hitman à proprement parler, qui est Hitman, il y a 20 comics, là, Hitman numéro 1 ou numéro 20 dans ce tome 1, et on aura donc la suite dans le tome 2. Et ça se passe toujours à Gotham, donc il y a toujours ces espèces de croisements avec Catwoman, avec Batman, et toujours un esprit très Garfiniste, très Preacher. Par exemple, à un moment, on a un parrain de la mafia qui est en fait un siamois, donc c'est deux frères qui sont collés l'un à l'autre, et Hitman tue l'un des deux en lui tirant dans la tête. Du coup, il y a un siamois avec une tête en train de se nécroser, et puis l'autre tête qui reste seul baron de la mafia. Enfin voilà, c'est des concepts qui sont un petit peu gore et dérangeants, mais qui sont faits avec tout l'esprit de Preacher, quoi, hyper décomplexé, qui peut plaire, même si encore une fois, ça va beaucoup moins loin que Preacher et que The Boys, à la fois dans le côté décomplexé au gore. Enfin, je sais pas si vous avez lu Preacher par exemple, mais dans Preacher, ce côté décomplexé va carrément n'hésite pas à être parfois très dérangeant, mais parce que c'est aussi toute l'idée de Vertigo, quoi, qui est d'amuser, mais en même temps d'amuser jusqu'au moment où on n'est plus très à l'aise, jusqu'au moment où ça nous choque, avec cette tension constante entre l'autoparodie et le sérieux qui fait quand même les très grands comics de Garth Ennis, alors que là, on est quand même, malgré ces concepts qui peuvent être malaisants quand j'en parle comme ça, on est vraiment dans du pur délire assumé du début jusqu'à la fin. Donc avec des chouettes interactions, puisqu'on est sur Batman Legend, entre Batman et Hitman, qui ne racontent pas forcément grand-chose d'autre que ce qu'on a pu voir dans les relations entre Batman et Shadow, par exemple, ou Batman et Jason Todd, évidemment. C'est sur cette tension entre le super-héros et le anti-héros qui partagent tous les deux la même vision du bien et d'une certaine morale, mais toujours avec ce refus du meurtre d'un côté et le meurtre décomplexé de l'autre, mais avec quelques vraies réussites. Par exemple, dans Batman Chronicles, il y a la peinture du Batman, enfin, on retrouve vraiment une espèce de Batman à la Dougmensch qui est extrêmement gothique, qui est une espèce de monstre un peu bossu, qui est très impressionnante. Et globalement, ces interactions sont très chouettes, et la manière dont Hitman est écrit et est intriqué à l'univers de Gotham est assez réussie. Donc, ça reste, pour moi, c'est vraiment un volume qui est assez réjouissant, encore une fois, qui va pas très loin. C'est chouette si vous aimez la décomplexion de la Garth Ennis, et si vous avez envie d'un comic qui est vraiment drôle et une pure récréation sur ces 100 pages, parce que là, c'est vraiment le cas. Et j'ai même pas ressenti vraiment de longueur, parce que Garth Ennis, ça reste quand même un très grand scénariste qui arrive à chaque fois à renouveler ses péripéties de manière à ce qu'on ne le sente jamais en pilote automatique, et à chaque fois, voilà, c'est extrêmement plaisant à suivre, et ça donne vraiment la pêche sur 700 pages. Donc, c'est un comic que je recommanderais plutôt, même si, voilà, encore une fois, ça n'a pas du tout la profondeur d'autres travaux de Garth Ennis. Et il faut avoir conscience aussi qu'il y a ce côté à la fois régressif et un peu vieillot. Encore une fois, on est sur un comic des années 86, Ouais. 90, et à la fois est 90. vraiment typique des années 90, et pas du tout une création récente. Et c'est quelque chose qui peut-être n'est pas assez rappelé sur la couverture ou sur le quatrième de couverture, alors que
Voilà, il faut quand même s'attendre à une petite approche old school, même si le John McCree, c'est un dessinateur qui est assez super, il a quand même une approche qui rapproche qui rappelle vraiment l'approche, Image Comics, quoi. Donc c'est moderne pour son époque et ça se lit encore très bien, mais on n'est clairement pas dans les standards contemporains non plus. Donc voilà, il faut avoir cette conscience de ce côté un peu old school, mais comme c'est sur du comics décomplexé, ben ça c'est pas forcément très dérangeant. D'accord, oui. Moi, C'est ce vrai qui- qu'après la couverture, c'est vrai qu'elle fait quand même très années 90, ne Ouais. serait-ce que dans les couleurs et dans le dessin. Et puis c'est quand même une collection urbaine culte, donc ça insinue aussi quand même un certain âge du récit. Benoît, tu allais intervenir, pardon, je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai lu simplement le premier chapitre de Hitman et j'ai trouvé ça assez drôle avec les espèces d'extraterrestres qui sont comme des montagnes et qui tuent des gens. Mais la façon dont ils les tuent, on dirait un viol. Et c'est vrai qu'au niveau, c'est vraiment au niveau de la position, etc. Mmh. C'est vrai que c'est vraiment très Gartenis de faire ça, d'avoir cette position et cette façon de raconter, de faire dessiner ces trucs-là où c'est toujours ambivalent, c'est toujours particulier. Donc je lirai le reste un petit peu plus tard, mais c'est vrai que voilà, c'est assez drôle dès le début. À Ouais, noter donc ouais. que ça n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo Hitman. Ah oui, Non non, mais non, ça non. non mais ça Non, a l'air non. bête dit comme ça, mais ça aurait pu être un crossover avec le jeu vidéo, par exemple. Ça aurait tout à fait possible. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ce Hitman-là est un personnage complètement à part, créé dans ces comics-là et un pur personnage de comics. Tout à fait, tu fais bien de le préciser et puisque, nous sommes dans la précision, j'aimerais préciser que, pour le coup, nous n'allons pas échapper à l'alerte, Siegfried, podcast, voilà, Tu puisque frustré, hein, tu avais besoin de la tu sortir donc allez, il fallait que connexion de ça comics sorte, il fallait finalement que qui est ça pas si sorte. fidèle que ça, tu avais besoin de la faire entendre Ouais, donc il tu fallait que ça l'utilisais. sorte. Écoute, tu m'as chauffé dès le premier avec, le One Bad Day et alors après, ça sort tout seul. Du coup, heu, sur ce, les gars, je crois qu'on a fait le tour, des récits, de septembre sur Urban Comics. On se retrouve, bientôt pour un autre podcast. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à venir laisser vous aussi vos avis. D'ailleurs, vous laissez souvent des petits mots, j'ai plus le nom de la personne qui a laissé un commentaire en nous remerciant pour le temps qu'il gagne sur la sélection de ses comics. Alors, merci beaucoup. J'imagine que tu nous écoutes encore et merci à toi de nous laisser des messages d'encouragement d'une certaine manière sur le travail qu'on fait dans ces podcasts, même si c'est par pure passion et qu'on prend beaucoup de plaisir à enregistrer tout ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à laisser vous aussi vos avis sur les récits, que ce soit sur batmanlegend.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou directement en dessous de la vidéo sur YouTube. Messieurs, merci de votre présence sur ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut!